La gifle. L'injustice agrandit une âme libre et fière. Scheller. Je me rappelle très bien de ce lundi matin, devant le collège, quand la sonnerie de 8h moins quart brisa le doux silence du lever du jour. J'étais parmi les premiers élèves à franchir le portail d'entrée, calmement, et sans bousculade, sous le regard vigilant d'un répétiteur. Une grande surprise attendait tout le monde ce jour-là. Sur l'une des façades de l'administration, face à la cour de récréation, un graffiti en arabe d'un style calligraphique classique, distingué, sans aucune faute de grammaire, attirait nos regards. Les élèves s'arrêtèrent juste le temps de lire ceci. La moitié de l'année scolaire s'était écoulée et nous n'avons pas encore reçu les manuels scolaires en dépit des frais de location qui s'élèvent à 15 dirhams payés par chaque élève au début de la rentrée scolaire. La dénonciation se terminait par « Notre argent est parti en fumée ». Cette dernière expression était écrite en caractères plus gros et plus élégants que le reste de la phrase. En effet, je faisais partie moi aussi de ces élèves victimes de cette escroquerie pédagogique. Je me souviens encore de la bibliothécaire qui ne m'avait livré que 2 vieux livres scolaires, à qui manquaient des pages entières, en me conseillant de revenir la semaine d'après pour récupérer les manuels manquants. La semaine s'était convertie en mois et le mois en semestre et toujours rien. À l'époque, 15 dirhams, 300 lières, dans notre milieu social modeste, représentait pour moi une coquette somme d'argent. Et il ne me permettait pas la procuration de manuels scolaires inexistants dans les quelques librairies de notre petit patelin perdu. Néanmoins, il pouvait servir à un collégien de mon espèce d'acheter quelques boîtes de peinture, 2 ou 3 vieux romans policiers, édition Fleuve Noir, que nos professeurs nous déconseillaient de lire et dont nous raffolons, 4 ou 5 billets d'entrée dans l'une ou l'autre des 2 salles de cinéma, et quelques poches pleines de graines de citrouille grillées et salées à grignoter pendant les spectacles. Quant à nos parents, les 15 dirhams permettaient l'achat d'à peu près 4 pains de sucre de 2 kilos chacun, et ceci après avoir doublé de prix. Le sucre était un produit de première nécessité, indispensable à la préparation du thé à la menthe. Ce dernier, avec le pain, constituait à eux seuls le repas de tous les jours, ou presque, de la plupart des ménages de notre petite ville ouvrière. Un ensemble d'élèves curieux, quelques chahuteurs ou directement concernés par cette duperie, se regroupèrent en face de la revendication murale. Un surveillant général était déjà là, puis des répétiteurs, quelques professeurs et enfin le directeur en personne. Nous formions un groupe d'élèves de classe terminale, la 3e année secondaire, selon l'ancienne nomination, les plus âgés du collège. Le plus jeune d'entre nous avait au moins 17 ans, ce qui était tout à fait ordinaire. À une époque où la falsification des dates de naissance, le redoublement des classes était monnaie courante. À notre avis, cette réclamation claire et complète était un acte héroïque et téméraire. Son effet sur nous était immédiat, une vraie incitation à la protestation contre une telle injustice. Nous refusions de gagner les salles de classe. Certains parmi nous se mettaient à grogner. Quelqu'un avait même osé crier « Rendez-nous notre argent ». À ce moment-là, tout le personnel administratif s'acharnait sur nous. Le directeur que nous surnommions le Sultan Noir rouspétait, courait à droite et à gauche pour nous effrayer. Très vite, ce début de manifestation spontanée et timide était réprimé, réduit au silence. Notre classe changea de salle à 9h et tout le monde remarqua la présence du photographe,
à qui les autorités faisaient appel en cas de nécessité, essayait d'ajuster son lourd et volumineux trépied face à l'inscription murale pour prendre des photos, comme si c'était une scène de crime. Au lieu de nous rendre notre argent, ou au moins nous justifier pourquoi, nos maîtres à penser avaient apparemment jugé cette revendication anonyme un appel à l'agitation et au désordre. Il fallait donc demander de l'aide aux autorités locales. Selon toute vraisemblance, la police avait conseillé à nos responsables pédagogiques à mener eux-mêmes leur enquête policière, afin de déterminer le ou les auteurs qui étaient derrière cette instigation au soulèvement. Sur les 10 classes de 3e année secondaire, la nôtre était la plus suspecte. Elle rassemblait le nombre le plus inquiétant d'élèves chahuteurs, turbulents, pour ne pas dire délinquants tout court. Avec un passé peu glorieux en matière de relations élèves-professeurs. C'était elle, l'ex-2e année secondaire, avec les mêmes élèves ou presque. Celle qui avait fait grève une année auparavant contre le professeur d'éducation physique, la première peut-être de l'histoire du collège Kashkat, sous prétexte qu'il nous obligeait à nous mettre dans des positions honteuses, qui touchaient à la pudeur de nos corps en tant que mineurs innocents, habillés en short, autrement dit l'accusé de penchant pédophile, inculpation grave qu'il avait traîné dans la boue. Lui, l'autoritaire, le sérieux et sévère, qui nous n'accordait jamais la possibilité de jouer au ballon, qui nous torturait avec ses exercices physiques, intercalés de petites foulées et un sprint à la fin de chaque séance. Ni les menaces, ni les efforts de réconciliation n'avaient pu mettre fin à ce dilemme et le faire sortir indemne de ce pétrin inventé par les élèves de toutes pièces. Après de longues démarches administratives infructueuses, nos responsables avaient fini par céder et confier notre classe triomphante à un autre professeur d'éducation physique beaucoup plus clément. 2 jours après, un répétiteur vint me chercher pendant le cours pour me soustraire mon cahier d'arabe et m'ordonner de passer le reprendre à l'administration vers midi. C'était donc clair et net. J'étais suspect. Je n'arrivais plus à me reconcentrer sur la leçon, ni à domestiquer mon imagination débordée. Une seule scène se déroulait dans ma tête, ému, mal à l'aise et confus. Je voyais tout le personnel administratif assis autour d'une grande table, faisant fonction d'enquêteur volontaire, en train de feuilleter à tour de rôle mon pauvre cahier d'arabe, observer mon écriture à l'œil nu et à la loupe, la comparer à la photo du graffiti afin de déterminer des similitudes, à avancer comme preuve irréfutable, à faire de moi un bouc émissaire. J'avais une envie irrésistible de prouver mon innocence, leur dire c'est vrai, mon écriture ressemble à celle de la revendication dont il est question. Et elle n'est pas la seule. Beaucoup d'élèves écrivent de cette façon, celle de notre ex-maître d'arabe, que la plupart de ces élèves trouvaient magnifique et avaient appris à l'imiter. J'ignorais que c'était un style calligraphique classique, et naturellement chacun de ceux qui l'avaient adopté ajoutait sa petite touche personnelle ou sa petite imprécision qui le différenciait des autres, et que seul un expert en la matière pouvait faire la distinction entre telle ou telle écriture et donner un jugement plausible. À midi, le retentissement soudain de la sonnerie me ramena à la réalité. Je quittai hâtivement la salle de classe pour aller me renseigner auprès d'un surveillant quelconque sur le sort de mon cahier. Le seul responsable encore présent paraissait totalement désintéressé. Il me conseilla tout simplement d'attendre. Il ferma son bureau à clé et partit sans ajouter un seul mot. Il n'y avait plus personne dans l'établissement. Il régna un silence de mort. Désemparé et indécis, je ne savais plus s'il fallait rester ou partir. Tout d'un coup, j'entendis un lointain écho de pas
qui provenait de l'escalier et qui rythmait une discussion confuse, s'approchant de plus en plus. Brusquement apparut dans la pénombre du hall la silhouette fantomatique du directeur, habillé d'une djellaba noire, accompagné d'une personne inconnue. Gêné et inquiet, mon rythme cardiaque s'accéléra. Mon trouble était visible. Je m'efforçais à garder un sang-froid et une présence d'esprit. À ma grande surprise, il me reconnut avant même de me présenter, m'interpella poliment et gentiment, me demanda si je dessinais toujours, me déclara qu'il fut rare de tomber sur un élève doué en dessin, avec de si bons résultats scolaires. Il s'assura de mon adresse, de la fonction de mon père, si j'avais reçu ou pas les manuels scolaires de la bibliothécaire. Puis, il ajouta qu'il avait apprécié les différents styles d'écriture sur mon cahier d'arabe, en citant le style koufi, nesri, persique. J'avais complètement oublié que j'ai varié au hasard ma façon d'écrire, certains poèmes classiques du programme. J'ignorais les noms des styles calligraphiques arabes. Pour moi, c'était l'écriture du Coran, l'écriture du Kbiri, ex-maître d'arabe du primaire, l'écriture de mon ex-professeur palestinien. Pourtant, j'étais un médiocre calligraphe, et je le savais. Ma crédulité, ma spontanéité, ma bonne foi et mon égoïsme l'emportaient sur ma mentalité de jeune adolescent, méfiant et désobéissant. Ainsi, les éloges du directeur m'avaient soulagé et mis dans un état d'exaltation tellement intense que je n'ai plus envie de prouver mon innocence. Encouragé, je lui demandai respectueusement de me rendre mon cahier. Il se retira dans son bureau, ferma la porte derrière lui et réapparaître quelques minutes plus tard pour m'annoncer qu'il regretta de ne pas l'avoir pu le retrouver, en me promettant de me le rendre dans le plus bref délai. Ainsi, mon cahier avait été confisqué une fois pour toutes par le chef de l'établissement, ce qui est contraire au règlement scolaire et à toute pédagogie, quelle que soit sa conformité. Subitement, il s'approcha de moi et me signala à voix basse de passer voir la police, le plus tôt possible. Involontairement, sous le choc, je répliquai « Pourquoi donc ?» Indifférent, il faisait la sourde oreille, se retourna pour chercher son compagnon déjà parti depuis un bon moment, puis il disparaît dans la pénombre du hall.